Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, on aura une émission tout en musique, vous allez le voir, alors que ma collègue Virginie reçoit Bruno Pelletier. De mon côté, je rencontre Ariane Brunet, une artiste que vous connaissez peut-être sous le nom de Lil, et on aura le plaisir de vous faire découvrir des produits bien de chez nous, l'entreprise Pur Safran. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'Ariane Brunet, qu'on connaît maintenant sur le nom de Lil. Comment tu te sens de venir jouer avec la gang de Qualité Motel ce soir dans le cadre de Saint-Roch XP? Oui, super bien. Mais en fait, on a fait une couple de shows ensemble cet été, fait que je me sens plus à l'aise que la première fois, mettons. Là, je rentre dans mes pantoufles, puis je m'en viens juste avoir du plaisir avec mes amis qui sont vraiment devenus des bons amis. C'est du monde tellement inclusif, c'est des gens qui sont vraiment rassembleurs, puis ça donne toujours des shows comme inédit, là. Fait que j'ai très hâte. J'ai toujours l'impression qu'il y a une petite étincelle, un peu de magie d'un spectacle à l'autre où on peut avoir vu une version A, voir la version F, puis que c'est jamais la même chose. Quand Lil s'embarque dans cette aventure-là, comment qu'on se prépare pour tes collabos, pour les parties où c'est que t'es là? Ben c'est parfait pour vrai. Ça travaille mon lâcher prise. J'ai mon namasté vraiment fort en ce moment. T'as le namasté généreux. J'ai le namasté généreux grâce à eux autres parce que, sérieux, je pense qu'à 20 ans, j'aurais été super déstabilisée. T'sais, c'est un DJ set. C'est la définition même c'est toujours différent. On s'adapte à la foule, on s'adapte à l'énergie des gens. Là, on sent qu'ils en ont plus besoin, fait qu'on va raccourcir les tunes, mais ça reste que, il y a plusieurs classiques qui reviennent, fait que je les ai comme un petit peu appris. Puis là, j'arrive, puis là, je chante avec eux autres du Janet Jackson, puis on a du fun, là, puis je connais pas toutes les paroles, mais c'est pas grave, la tune a joué en arrière, fait que c'est vraiment correct. T'sais, c'est ça, c'est vraiment un trip de gang. Tu as fait la transition au niveau de ton nom d'artiste. Pourquoi as-tu choisi Lil comme nouveau nom, comme image? La question! Je vais la poser au m'oublie. Je comprends full. Mais en fait, j'ai pas beaucoup répondu à cette question-là parce que il y a pas eu d'album encore. Ça a été beaucoup des extraits. Là, j'ai signé avec Bravo, qui est une super boîte, un super label. Fait qu'il y a un album qui s'en vient bientôt. Puis c'est une question que je vais me faire poser. Puis c'est super complexe puis long comme réponse. Fait que je vais essayer de faire ce cours. Déjà, c'est trop long, tu vois. Mais Lil, c'est comme pour ceux qui l'ont pas vu écrit, ben peut-être c'est écrit au-dessus de vidéo. C'est L'_ISLE comme l'île de garde, comme l'île est pour comprendre parce que c'est tough à comprendre. Mais c'est moi je viens du West Island de Montréal qui est comme l'endroit le plus anglicisé du Québec. Puis mon père m'a vraiment élevé dans la loi 101 dans le comme tu rentres au DEP, tu réponds en français, tu réponds en français, tu réponds en français. Fait que Lil à la vieille manière de l'écrire pour moi, ça scelle un peu mes choix pas politique, mais pour moi, c'est un choix de chanter en français puis d'écrire en français. Fait que ça vient comme un peu imager ça. Puis j'aime que ce soit conceptuel, que ce soit pas trop genré, que ce soit, tu sais, comme à l'image des choses que j'aime dans la culture. Là. Ouais. J'adore ça. C'est une très belle pratique que tu as eue pour répondre. Voilà, c'est fait. Et là, tu l'as dit, on a goûté à quelques extraits de ce que tu vas nous proposer dans ton album. À quoi on va pouvoir s'attendre pour cet album-là? Est-ce qu'on a une date en tête pour la sortie? Dis-moi tout. Oui, ben on a une date en tête, c'est plutôt printemps 2023, parce qu'on veut continuer de teaser le monde en bon français, parce que je viens de parler de français, tu sais, de teaser les gens, puis de continuer de leur donner des extraits, puis je pense que ça va un peu les désarçonner. Les prochains extraits qui vont sortir, ils vont dire « Ah, je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça ». Fait qu'on va comme les amener à découvrir l'univers, parce que là, jusqu'à maintenant, ça a été des chansons très produites, un peu comme qui se prêtent bien à cet exercice-là de DJ set puis tout. Il y a des trucs très band live aussi. Fait que c'est vraiment la rencontre entre l'organique puis l'électronique, ben le in the box puis le live. Fait que c'est ça, je pense que ça va surprendre le monde. Autant dans la poésie aussi, j'étais allée vraiment plus poétique des fois, puis vraiment très franc-parler d'autres fois. Fait que c'est comme un beau mélange des choses que j'aime. Est-ce que tu as l'impression qu'avec cet album-là, avec aussi le choix, si on veut, le positionnement que tu as fait en tant qu'artiste, tu vas te permettre d'aller dans les horizons peut-être que tu t'étais pas permis d'aller jusqu'ici avec les précédents albums d'Ariane Brunet, simplement? Ben exactement, mais c'est ça qui se passe. Puis, tu sais, je sais pas si je devrais dire ça, mais je vais être 100% franche. Là. Moi, j'ai sorti mon premier album, j'avais 19 ans, puis je jouais devant des gens de 2 fois mon âge, 3 fois mon âge. Puis c'était vraiment correct parce que ça se prêtait aux chansons que j'avais écrites, mais
tu sais, j'étudiais en musique, je voyais, tu sais, je sortais avec mes amis, puis j'étais comme, hey, j'ai envie de jouer pour du monde qui vont être debout, qui vont avoir envie de danser, puis autant des gens assis en salle que des gens debout. J'avais envie, genre, d'explorer plein de types de salles, de types de crowd, parce que ça reste que le côté intime, tout le monde assis, tout le monde qui regarde, aussi l'attention de ce public-là, je l'adore, mais j'avais envie aussi d'explorer d'autres choses, fait comme de sortir de ça, puis j'étais comme, pourquoi moi, je suis pop adulte quand j'ai 19 ans? Pourquoi on dit adulte contemporain? Je comprenais pas, puis j'étais comme... Je me sens pas là du tout. mais non, c'est ça, tu sais. Ça fait 12 ans que je fais ça, mais j'ai 30 ans, tu sais, j'ai 31 ans, fait que je suis comme, OK, il faut que j'explore ça, puis c'est juste pour le plaisir. Je me suis dit, ça va être le fun, on le fait. J'étais avec la même maison 10 depuis 3 albums, la même équipe, puis là, j'ai changé complètement d'équipe. J'ai étudié, j'étais allée en création littéraire à l'université, j'étais allée rencontrer des beatmakers de partout dans le monde, puis j'ai fait un produit que j'aime, puis que j'écouterais, puis que mes amis écouteraient, puis que ma fille écoute, puis que, tu sais, c'est ça. Marianne, j'aurais envie de dire que tu as une très belle crise à la trentaine. Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais genre, pour vrai, j'appellerais pas ça une crise parce que c'est comme, j'ai tellement plus de fun qu'avant. Tu sais, j'étais super dans ma tête avant. Je jouais de la guitare, du piano, puis j'étais super gênée. Fait que là, j'ai travaillé mon, tu sais. T'es prête à danser avant l'entrevue. On vous l'a pas dit, mais elle était prête. On y va, non, mais j'essaie de me mettre dedans avant le show, là, parce que si t'es comme ça, avant le spectacle, puis là, t'arrives sur scène, ça te prend bien trop de temps avant de tourner. Je te taquinais. Pas ça, mais en tout cas. Puis, on regarde. Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est des shows, c'est de rencontrer du monde, c'est que les gens prennent l'audace, le risque d'aller écouter de la musique francophone, puis d'arrêter de se dire, la musique francophone, la chanson francophone, c'est tout le temps la même affaire. C'est ce qui passe à la radio, c'est tout le temps la même chose qu'on voit sur Spotify, de juste creuser ça puis faire comme, hey, crime, ça me fait penser à un truc que j'aime ou comme c'est un truc que j'ai jamais entendu, d'aller explorer puis de rencontrer un nouveau public puis d'avoir du fun dans cette aventure-là. Je te souhaite d'avoir du gros fun pour ce soir. Je te souhaite de danser en masse avec la gang de Qualité Motel, sans tuer les plantes, par contre. Les fausses plantes, faut dire. Au retour de la pause de Soyez là, on découvre ensemble l'entreprise Pur Safran et ses produits. Cette semaine, j'ai le plaisir de me retrouver à Sainte-Christine d'Auvergne pour aller découvrir l'entreprise Pur Safran. Viviane Martel, bonjour. Bonjour Sarah, ça va bien? Bien, ça va très bien, merci. Très contente de vous retrouver ici même chez Pur Safran. Viviane, on va parler un petit peu de vous aujourd'hui. Bien sûr, on va parler safran aussi, mais j'aimerais d'abord qu'on débute avec l'entrepreneur que vous êtes. Parlez-moi un peu, qu'est-ce qui vous a amené dans l'univers du safran? Ben moi, je suis tombée dans l'univers du safran totalement par hasard. Okay. J'ai vu un reportage à la télévision de la Semaine verte. Et puis, c'était Pur Safran, parce que moi, j'ai acheté cette entreprise-là il y a quelques années. Absolument. Donc, quand j'ai vu ce reportage-là, j'étais à une période dans ma vie où j'étais un petit peu tannée d'être assis à mon bureau à journée longue. Alors, j'ai vu ce reportage-là et puis je me suis dit, j'ai un beau champ dans ma cour en arrière qui fait rien. Je vais aller voir ce qui se passe avec ça. Pourquoi avoir choisi cette plante-là, cette épice-là plus particulièrement? Je ne l'ai pas choisi, je pense que c'est elle qui m'a choisi. Ouais. C'est l'épice qui m'a choisi. Comme je disais, quand j'ai vu le reportage, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je suis allée voir et puis je suis tombée en amour avec ça. Et puis là, j'ai envie d'aller dehors. J'aime ça. J'aime être dehors, avoir les mains dans le sol, avoir... Puis c'est une fleur. C'est une très belle fleur. Mm-hmm. Ça sent bon. C'est différent parce que veut pas... Le différent m'a toujours attirée. Expliquez-moi un peu comment ça se passe, cette culture-là, puis qu'est-ce que vous devez faire un peu à chaque jour? C'est tout du travail manuel. Okay. L'été, c'est du désherbage. Chaque jour, du désherbage. Les fameuses mauvaises herbes, hein? C'est ça, des indésirables. C'est pas des mauvaises herbes, c'est des indésirables. OK, comme je vous disais, la plantation se fait en juillet, qui est la période de dormance. OK, donc c'est là où on va... sortir les bulbes, quand il y a la multiplication, on sort le tout, on sépare, on replante. OK? Juillet à août. Ensuite de ça, la fleur, c'est le refroidissement du sol qui va réveiller le bulbe. Mm-hmm. Parce qu'on parle ici d'un crocus d'automne. OK? C'est un crocus qui aime le froid. Contrairement à la majorité des crocus, on dit souvent c'est comme un personnage. Mais ça, c'est tous des crocus qui sont au printemps.
Ici, on parle d'un crocus d'automne. Donc, comme je vous dis, pendant la plantation, c'est la dormance. Il faut que le bulbe soit au sec et à la chaleur. Donc, les refroidissements, les pluies d'automne au début de septembre, la pluie d'automne va refroidir le sol. C'est ça qui va réveiller ton bulbe et puis qui va faire sortir le feuillage et la fleur plus par la suite. C'est une fleur de jour court. Il faut que les jours soient courts. Il faut qu'il y ait moins de 11 heures de clarté pour que la fleur s'épanouisse, pour que la fleur sorte et puis s'épanouisse. Et ça prend aussi un peu de chaleur pendant le jour. Le froid la nuit, la chaleur le jour. Ça prend au moins 7-8 degrés, un bon 8 degrés pour que la fleur elle sorte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on va avoir des fleurs. C'est ça. Par contre, vous me disiez que c'est le feuillage qui sort en premier, ensuite la fleur. Et quand vous faites justement cette culture-là, on n'est pas obligé que la fleur soit ouverte pour être capable de la récolter. C'est ce que je comprends. Exactement. C'est sûr que, comme hier, j'ai récolté une centaine de fleurs. Toutes les fleurs étaient fermées. OK. Parce que, justement, on n'a pas eu de soleil. Les fleurs vont s'épanouir au soleil. OK? Mais c'est correct parce que ton pistil, il est à l'abri. Il est à l'abri dans sa fleur. Donc, il est à l'abri des intempéries, du vent, de la poussière, du pollen. Quand ta fleur est ouverte, si le pollen, il va tout se défaire dans la fleur et puis il vient coller sur ton pistil. Donc, comme je dis, la poussière et toute la clarté, parce que la lumière va oxyder le safran. Puis, le pistil à l'intérieur de la fleur, c'est parfait. Okay. C'est sûr que quand on veut des photos, on veut que les fleurs s'épanouissent. Des belles journées ensoleillées où les fleurs s'épanouissent, ça fait des belles photos. Mais quand même, pour faire des bons produits, idéalement, c'est de voir comment vous pouvez protéger au maximum le pistil. Exactement. Vous parlez d'une journée comme hier où vous avez cueilli une centaine de fleurs. Comment ça se passe ensuite, une fois la récolte? Parce que je sais que c'est pas le travail ne s'arrête pas là. Il y a d'autres étapes qui sont à faire, là. Oui. On cueille les fleurs, on les met ça à l'intérieur et puis on enlève le pistil dans la fleur, tout simplement. OK. Tu écartes les pétales, tu enlèves le pistil. Et puis, on le fait sécher. Tout manuellement? C'est ça que ça prend, oui. OK. C'est tout simplement, on le fait sécher. Nous, on fait sécher dans des petits fours à basse température sur une période courte. Ce qui fait que ça donne un goût plus safrané au safran. Il y en a qui... il y a certains endroits dans le monde où ils font encore sécher le pistil au soleil. Mm-hmm. Ces safrans-là, ils vont être un petit peu plus piquants. Parce que, justement, comme je disais, la lumière oxyde le safran. Donc, c'est ça, le safran vient oxyder. C'est ça qui fait qu'il est un petit peu plus piquant. Et là, Viviane, dites-moi jusqu'à quel moment dans l'année vous allez terminer vos récoltes avant l'hiver, j'imagine? Oui, la récolte se poursuit. D'habitude, c'est 4 à 6 semaines. Okay. Comme je dis, ça commence mi-octobre, jusqu'à novembre, tant qu'il n'y a pas de neige. OK. Finalement. Parce que c'est en pied de neige, c'est fini. Les petites fleurs, c'est au même, là. Donc, comme je dis, ça prend... Si on a du soleil, du beau temps, les fleurs vont sortir. Tant que le bulbe, il te donne des fleurs, le bulbe, il va donner de 3 à 5 fleurs. OK. Donc, tant qu'il y en a dans le bulbe, il va t'en sortir quand il fait beau. OK? Jusqu'à temps. Puis, les 2 dernières années, la neige est arrivée très tôt, okay. Au début novembre. Ce qui a fait qu'on n'a pas été chercher la pleine capacité de notre récolte. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai fait un petit investissement cette année. Et puis, ce qui a fait que cette année, on a décidé d'investir sur une serre. D'où la grande structure qu'on voit derrière nous. C'est ça. Okay. C'est une serre, là. La structure est encore là. Il nous reste quelques petites choses à terminer. Et puis, ensuite de ça, la prochaine journée, sans vent, on va installer notre toile. Et là, on parle de vent, Viviane. Moi, j'irai à l'intérieur voir un peu les produits que vous fabriquez à partir du safran. Je suis curieuse de parler un petit peu du goût puis de découvrir ces dérivés-là. Viviane, on s'est mis à l'abri du vent parce qu'ils vendent beaucoup dehors aujourd'hui. Oui, on s'est construit un petit pavillon. Oui. Où je vais donner mes cours et puis je vais faire mon émondage et tout. C'est encore en construction. Comme vous pouvez voir, j'ai caché mes outils. Ah, bonne franquette. Ben oui, c'est parfait comme ça. Et là, j'imagine, bon, c'est ici que tu dois faire ton émondage, comme on est en train de faire actuellement. Est-ce que tu voudrais me montrer c'est quelle partie exactement le pistil, puis où tu vas couper ça dans la fleur? Là, c'est ça. Comme je disais, après la cueillette qu'on fait quotidiennement, tous les jours, tu viens ouvrir ta fleur, on sort le pistil, et puis on vient
le couper. Oh, lui, il est comme humide. Je vais en prendre un autre, là. C'est comme la section rouge, vraiment. autrement dit. C'est le là. rouge. Le OK. safran, c'est le rouge. OK? Mais sur ta fleur, tu as vraiment... Quand tu le sors, tu as vraiment... C'est orangé. Puis regarde, comme je te dis, il est humide. Donc, il y a comme l'orangé ici. Ouais. Mais on vient le couper à la base du rouge. Quand ça commence à partir le rouge, c'est là qu'on coupe. Comme je te disais, tu vois ici, là, le blanc, ça, c'est pas le safran. Donc, on vient le couper. Les gens, souvent, ils vont nous parler de quelle sorte... Oui, les différents noms, effectivement, oui. OK? Mais le safran, c'est la même chose partout dans le monde. Ça vient de toute la même bulle. OK. C'est le sativus. C'est toute la même bulle. La différence, c'est que, bon, ils vont appeler ça du sargol ou du nigel. C'est tout simplement où le pistil est coupé. Il y en a qui vont le couper ici, qui vont prendre juste la tête du safran. Il y en a qui vont le couper ici. Il y en a qui vont le garder au complet. OK? Donc, si tu le gardes au complet, bien ça, c'est pas du safran, mais ça fait du poids dans ton safran. OK, je comprends. T'sais, c'est vendu au gramme. Donc, c'est sûr que toute cette partie-là, si tu l'enlèves, tu n'as pas le poids. Si tu la laisses, bien, t'as moins de safran. Je comprends. Et là, ben, on part du safran comme ça, que toi, tu fais sécher, à ces produits-là, dérivés. Comment ça se passe au niveau de tes recettes? Je pense, entre autres, à la mayonnaise au safran ou encore au vinaigre balsamique de safran. C'est tout simplement d'infuser le safran dans ton produit. OK. Peu importe la recette que vous voulez faire, vous prenez votre recette préférée, vous ajoutez le safran dedans. On prend une portion du liquide de notre recette, que ce soit de l'eau, du vin, du lait, du bouillon. Peu importe. On va prendre une portion du liquide de notre recette, on met nos pistils dedans. C'est 2 à 3 pistils par portion. Un pistil, c'est une fleur. OK? Quand on dit un pistil, c'est ça. C'est 3 brins. Ça, c'est un pistil. C'est 2 à 3 pistils par portion. Donc, on fait infuser, comme je disais tout à l'heure, de 1 à 4 heures. Quand on cuisine, on va faire notre infusion de 1 à 4 heures et puis ensuite, on fait notre recette. Okay. On l'ajoute dans notre recette tout simplement. Okay? C'est ça qui va faire rehausser. Le safran, c'est un rehausseur de goût. Ça harmonise les saveurs, ça rehausse le goût. C'est vraiment, là... c'est vraiment un goût différent. C'est dur, c'est indescriptible un petit peu. Ça se compare pas à aucun autre goût. Mm-hmm. Souvent, moi, de ce que j'ai compris, c'est que, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai goûté, parce que j'ai goûté à tes produits un peu plus tôt, c'est qu'on va avoir le goût sur certains éléments plus en finale et on n'a pas le côté épicé, dur, que des fois certaines personnes n'aimeront pas quand on dit qu'on mange épicé. C'est très délicat, ça se marie avec le sel, le sucré. C'est vraiment passe-partout, c'est ce que je comprends, là. Oui. Mais comme tu disais, épicé, piquant, c'est pas piquant. C'est pas piquant. Comme on disait, que tu vas pas mettre du safran dans une recette avec du masala. Parce que là, tu vas tout cacher ton goût. Ou quelque chose qui est très puissant, comme le sirop d'érable ou la vanille. OK, sirop d'érable, la vraie vanille, c'est correct. Mais de l'essence de vanille, c'est trop fort, tu vas cacher ton goût de safran. Pas le safran, comme on dit, c'est puissant, mais c'est délicat. Donc... mais ça se marie, comme tu disais, avec du sucré, avec du salé. Comme tu disais, un sirop au safran, bon, tu vas mettre ça avec de la crème glacée, avec du gâteau, avec des crêpes. Vous dites, j'ai fait des petits biscuits. Tu vas le faire dans le riz, avec le poisson, avec les fruits de mer. Le safran, c'est délicieux. Ouais. C'est juste un ajout, puis ça va donner une belle couleur dorée à ton plat. Dis-moi, en terminant, on a parlé de la plus-value du safran au niveau du goût. Je sais aussi que ça a des bienfaits au niveau du corps. Quels sont quelques-uns des bienfaits du safran? Le safran, c'est bon pour le stress, la dépression légère. C'est bon pour la digestion. On dit aussi que c'est aphrodisiaque pour les femmes. Alors que c'est, hein? C'est une ça. petite gâterie de safran, ça devait en une veille de Saint-Valentin quelconque, hein? Pourquoi pas? C'est ça. Donc, il y a beaucoup, mais ça reste un produit naturel. Ouais. Donc, il faut le consommer tous les jours. Viviane, merci encore pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au retour de la pause, soyez là, ma collègue Virginie rencontre pour vous Bruno Pelletier. L'année 2022 signifie 60 ans et 40 ans de carrière pour le chanteur Bruno Pelletier, mais ça signifie aussi la sortie d'un livre biographique ainsi qu'un nouvel album. On est très content de te recevoir parce que là, il y a la sortie d'un nouveau projet. Il est venu le temps car le temps est venu et ça combine un livre biographique avec un album avec des chansons originales. Et voilà. Je pense qu'à la base, c'est un projet qui ne te tentait pas bien, mais finalement, ça a donné de quoi de beau. En fait,
Ça m'a été présenté comme je veux faire ta biographie. Ouais. Ça, c'était déjà arrivé par le passé. J'étais dans la quarantaine. Je trouvais qu'il était pas mal trop tôt pour faire une biographie. C'est revenu. Il y a des offres qui sont venues il y a quelques années, dont celle-là de Samuel Larochelle, qui est un jeune auteur, journaliste et chanteur. Et là, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me disais, sous l'angle de quelqu'un qui chante, ça peut être intéressant de voir où il va m'amener pour me raconter. D'où le titre aussi. Il est venu le temps, c'est... Des cathédrales. Et voilà. Tout le monde connaît la chanson, mais peu de gens connaissent vraiment qui je suis. Parce que je suis pas quelqu'un qui m'est... Je me suis pas livré beaucoup en dehors de mes trucs professionnels. Ouais. Par mes chansons, oui, mais tu sais, faire des articles, dévoiler des pans personnels, je l'ai pas fait beaucoup. Je trouvais que rendu à l'âge que j'ai, 60 ans puis 40 ans de carrière, c'était correct. Là. Je me sens capable de dévoiler un peu plus qui je suis. Et d'où le titre « Il est venu le temps de se raconter ». C'est un peu ça l'idée qui est en arrière du projet. Samuel m'a convaincu de le faire, mais moi, je l'ai convaincu d'attendre à mes 60 ans. Parce que lui, il était prêt à sortir ça, j'avais 57 ans. J'ai dit non. J'ai dit on va attendre. Moi, je suis pas encore prêt. Et je vais créer des chansons originales qui vont être inspirées du livre. Alors, c'est devenu finalement une œuvre beaucoup plus complète et complexe que ce qui était au départ la proposition. Tu te qualifies comme un homme, tu l'as dit dans d'autres entrevues, qui est normal. Est-ce que c'est une des raisons pour... Non, mais c'est vrai, tu dis, je suis un gars ordinaire, donc pourquoi je ferais un album, je veux dire, un livre biographique. Ouais. Mais finalement, après 3 shots, il t'a convaincu, Samuel, je pense. Oui, il m'a convaincu après 3 tentatives et je suis resté non convaincu de la pertinence de faire l'exercice jusqu'à temps que je me mette à lire comment il a divisé les choses, comment il s'y est pris pour rendre ça intéressant. Et là, j'ai fait « Ah oui, peut-être que le monde, ça peut leur parler. Parce que, oui, je me sens, moi, comme un gars bien ordinaire. Je suis un gars de Charlesbourg, je vis dans une petite maison en rangée à Saint-Hilaire, je conduis une Subaru. Il n'y a rien de glamour dans ma vie, sauf que mon métier est glamour. Mon métier, il est glamour. Faut l'assumer. Ouais. Tu sais, c'est un métier de strass et de stress, comme dit la chanson. Et je suis quelqu'un qui est quand même assez discret dans la vie. Fait que moi, je me sens vraiment ordinaire, là, tu sais, vraiment ordinaire. D'ailleurs, j'ai souvent chanté la chanson « Ordinaire » de Charlesbourg. Ceci étant, quand il m'a approché, Samuel, c'est la réaction que j'ai eue. Quand j'ai commencé à lire ce qu'il faisait, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai dit « Ah, je pense que c'est vrai que ça peut intéresser les gens, l'angle qu'on a pris. » Voilà. Il y a eu plusieurs entretiens avec Samuel, je pense. Ouais. Une quarantaine d'heures. Il y a également, tu t'es livré sur beaucoup d'aspects, comme par exemple ton anxiété, je pense. Hein? Oui, c'est d'ailleurs la chose qui revient le plus dans toutes les entrevues. Les gens sont extrêmement étonnés de ce que je nomme, ce qu'on appelle l'anxiété de performance, puis à quel point ça a affecté ma vie, ma santé, tout ça. Donc là, je le nomme maintenant, mais j'étais pas trop capable de le dire avant parce que j'étais en construction de carrière pendant plein d'années où on donne l'impression qu'on est tellement en contrôle de tout ce qu'on fait. Et souvent, c'est pas ça qui se passe en dedans. C'est fou, hein? C'est fou. Non, mais pas vrai. C'est fou ce que ça fait aussi. Ça démolit, ça brise. Et donc, c'est beaucoup relié à de l'insécurité, à des syndromes d'imposteur par moment. Et là, tu vois d'autres artistes qui, eux, ont tellement l'air à plonger là-dedans comme des poissons dans l'eau. Mais c'est une perception peut-être aussi. C'est de la perception. Tu as tout à fait raison, Virginie, c'est de la perception. Et moi, j'ai fait partie de ce cirque-là. Je monte sur scène, puis je donne la perception que je suis fort quand je chante. Et je le suis. Mais je passe dans un corridor pour y arriver. Il y a un corridor qui n'est pas le fun du tout. Et c'est ce corridor-là que les gens connaissent pas. Les gens connaissent le gars de scène. Mais c'est le corridor pour y arriver à ce que je veux leur présenter. Ça, les gens le connaissent pas. Ça, je le raconte. Par contre, dans le livre, il y a plein d'autres choses. Moi, j'étais un gars de Charlesbourg. Je raconte mes premières anecdotes avec mes chums, mes premiers bands, quand on a joué au Dagobert dans le temps. Tu sais, je me suis ramassé sur les plus grandes scènes du monde, mais j'ai commencé comme n'importe quel petit cul à Polyvalente Charlesbourg, sur la scène de la Polyvalente. Dès le début, j'étais jeune, je m'intéressais à plein de choses, plein d'univers musicaux différents. Donc, je raconte un peu tout, ce parcours-là, comment ça s'est passé, mes années de karaté. J'ai été professeur de karaté à Charlesbourg.
comment ça s'est passé avec mes parents, l'idée de lâcher l'école, l'idée de s'en aller vers de la musique, ce que mon père aspirait pour moi, mon père qui est tombé malade, comment j'ai vécu ça quand moi j'ai eu du succès versus lui qui s'en rendait pas trop compte. C'est des choses que j'ai pas beaucoup nommées, mais je suis prêt à le faire maintenant. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Beaucoup d'introspection. Tout le monde se met en scène, tout le monde, et c'est toujours un monde de perception. Donc, on a l'impression que les artistes, hey, ça va bien, ils te présentent toujours, puis moi aussi, là, je suis inclus là-dedans, là, on présente toujours, hey, en ce moment, je suis à telle place, telle salle de spectacle, je suis dans telle ville, tel pays. C'est toujours, la perception, là, c'est comme quelque chose qui est tout le temps optimal. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie d'un artiste, c'est des hauts, des bas, c'est un roller coaster, ça arrête jamais. Puis la seule façon que tu as une carrière, c'est de toffer. C'est sur les années, puis à un moment donné, tu as eu des highs de fou, puis tu as eu des downs de fou, puis tu as eu du milieu, puis ça s'est promené. Si tu es capable de le gérer, puis d'être assez fort pour passer à travers, sur les années, c'est là que tu peux dire que tu as une carrière. Merci beaucoup pour ce bel entretien. Il est venu le temps, car le temps est venu. Et voilà. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, je vous invite sur le télémag.tv ou encore sur le laclique.com. Et bien sûr, comme à l'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom est Sarah Charbonneau, puis je vous dis à la semaine prochaine.